Booktube, j'espère que vous allez bien en cette semaine de Dark Romance. On attaque aujourd'hui avec God of Warth de Rina Kent des éditions BMR. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous demander de vous abonner et de liker, ça m'aide énormément à booster la chaîne. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, je ne vous remercierai jamais assez. On a dans ce tome Cecily Knight, mais avant de parler de son histoire, je vais d'abord vous mettre une petite remise en contexte pour ceux qui sont un peu perdus et qui m'ont demandé plus de clarifications sur Instagram. Alors, on a dans God of Malice, le tome 1, Killian Carson, qui est le fils de Reina et Asher Carson. Leur duologie à eux, BMR est en train de la traduire en ce moment même. C'est All the Truth and All the Lies. Dès qu'elle sort, je vous la fais, vous inquiétez pas. En ce qui concerne son love interest, donc la fille dont il va tomber amoureux, c'est Glinden King, donc la fille de Astrid Clifford et de Levi King qu'on a pu retrouver dans Cruel King. Pour le tome 2, donc God of Pain, on a Creighton King qui est le fils de Elsa et de Eden King qu'on a retrouvé dans la trilogie d'Evian King. Vous avez tout sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. En ce qui concerne le love interest de Creighton, c'est Annika Volkov, la fille de Adrian et de Lia Volkov, qui sont les protagonistes principaux de la trilogie Vow of Deception. Je vous ai tout fait en détail en ce qui concerne les parents, à part ceux de Killian, parce que la saga Legacy, en fait, elle est sortie avant celle de certains parents. Donc, c'est un peu la faute des maisons d'édition sur ce coup-là. Mais vous inquiétez pas, dès que ça sortira, les Rina Kent, je les lirai tous. J'ai vraiment hâte. On repasse maintenant à l'histoire de notre roman, dans God of Warth. Alors, on a Cecily. Cecily, c'est la fille de Xander et de Kimberly Knight. Ce sont eux les protagonistes de Black Knight. Vous trouverez la vidéo aussi sur ma chaîne. Quand je vous dis j'ai tout fait en ce qui concerne les romans de Rina qui sont déjà sortis, bien évidemment. En ce qui concerne le love interest de Cecily, on a Jérémy Volkov. C'est le frère aîné de Annika Volkov, donc ils ont les mêmes parents, Lia et Adrian Volkov, qui était dans Vow of Deception. J'espère que grâce à cette petite explication, vous vous êtes mieux resitués. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais en vrai, quand on comprend le mécanisme des Rina Kent, ça va. Je vous ai fait une vidéo complète sur le guide de lecture des Rina Kent, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo aussi. Elle vous aidera à mieux comprendre les personnages et de qui parle de qui sont les enfants de qui. Parce que mine de rien, c'est important de connaître ces différences quand on se lance dans la saga Legacy of God. Anyway, alors maintenant on passe à l'histoire de nos deux protas. On a Cécilie qui est une jeune fille tout à fait ordinaire qui étudie en psychologie. Elle a une caractéristique physique, elle a des cheveux de couleur argentée. Alors il faut savoir que ça c'était pas un truc imposé ou une maladie, non, c'est vraiment elle qui tenait à avoir des cheveux gris. Cécilie, dans les 2 autres livres précédents, elle était toujours décrite comme la fille prude, la fille sage, la maman de tout le monde, au fait, celle qui, prend tout le monde sous son aile quand ils sont ivres, prend soin d'eux quand ça va pas. Bref, c'est elle l'aînée, donc c'est un peu la grande sœur slash maman de tout le monde. C'est une fille attentionnée, adorable, qui est toujours là pour ses potes. Et Cécilie, elle a un crush depuis des années sur, London King, donc le frère de Glinden King, les enfants d'Astrid et de Lévi. Et ça fait des années que ça dure, mais elle ne lui a jamais avoué ses sentiments. Et à chaque fois que ben il y a une interaction entre eux, elle est toute contente et toute excitée. Mais la dernière fois qu'ils ont parlé, il lui a demandé un service. Comme quoi, elle devait aller à l'initiation des Eatons, donc un club ennemi de ceux des élites, là où elle et London étudient, pour lui récolter des informations et essayer de faire tomber tous les Eatons. Alors, je vous remets aussi un petit peu dans le contexte. On a 2 universités rivales. On a la King's University et la Royal Elite University.
La King's University, c'est l'université où étudient Kilian Carson, Nikolai Sokolov, Mia et Maya, les sœurs de Nikolai, enfin tous les enfants qui sont venus de la Bratva. Jérémy est aussi là-bas, mais Annika, vu qu'il n'y avait pas son programme, elle est partie dans la Royal Elite School. Et la Royal Elite School, c'est vraiment là où il y a les fils de entrepreneurs, investisseurs. Donc, c'est des rivalités par rapport aux, si vous voulez, moyens qu'ils ont eu. Ben, la Kingsview, c'est des enfants de fils de Bradva et autres mafias. Et la Royal Elite University, ben, c'est les fils des personnes qui ont réussi, des aristocrates, des lords et tout ça. Ceux qui ont des entreprises, des investisseurs. Ben, bref, vous voyez le genre. Deux mondes opposés, mais qui ont été placés l'une à côté de l'autre sur l'île de Brighton. Cécilie, elle est bien sûr dans la Royal University et la Royal University, elle a un club, tout comme la King's University en a un. La Royal Elite University, elle a le club des élites et la King's University, elle a le club des Eatons. Et il y a aussi les serpents. Au départ, je pensais qu'ils étaient reliés à aucune université, mais apparemment, ils sont avec la King's University. Au fil et à mesure que je lisais, c'est ça qu'ils ont fini par dire. Donc point d'interrogation parce qu'en fait les serpents et ça reste un petit peu flou dans cette saga. En tout cas, je vous le dirai. Anyway, donc je vous dis, on a deux clubs rivales et Cécilie a un crush sur le leader des élites London. Alors, quand London lui propose de s'infiltrer dans l'initiation des Eatons pour lui dégoter des informations, elle dit tout de suite oui, parce qu'elle veut l'impressionner, elle veut qu'il la remarque enfin, parce que ça fait des années qu'elle a un crush sur lui et qu'il ne sait pas qu'elle existe, à part en tant qu'amie. Mais elle veut plus faire partie de la friend zone. Donc elle trouve ça comme une aubaine pour lui prouver qu'elle est capable et tout. Donc elle y va à cette initiation. Sauf que pendant cette initiation, il se passe un truc vraiment dangereux. En fait, les participants, ça devient des proies. Et on leur explique dès le début qu'ils peuvent y perdre la vie, hein. Mais ça l'arrête pas pour autant. Il y a des personnes qui lâchent quand il leur explique ça, mais Cécilie, elle est déterminée à être dans les bonnes grâces de London, à enfin qu'il la voie, donc elle reste. Et les dirigeants des Eatons, ils vont pourchasser les futurs membres des Eatons. Donc, c'est vraiment un jeu de prédateur et proie. Cécilie étant la proie. Donc, dès que le gong là, il sonne, ils partent tous en courant dans la forêt et elle suit un petit groupe de garçons qui ont l'air de savoir ce qu'ils font parce qu'ils masquent leurs traces ou ils savent à peu près dans quelle direction aller, contrairement à elle qui est totalement paumée. Donc, elle les suit. Sauf que le groupe qu'elle suivait se fait attaquer par le masque orange. Et là, elle commence à flipper, mais vu qu'il est occupé avec les autres mecs, elle en profite pour se cacher. Sauf que dès qu'il a dézingué tout le monde, le mec il se tourne avec son club de golf et il lui dit tu vas te cacher longtemps. Donc là, elle capte qu'il est en train de parler d'elle, mais elle se dit c'est impossible, il m'a pas vu, je me suis cachée à temps. Sauf qu'il l'a très très bien vu. Et dès qu'il s'approche d'elle, au fait, elle sort et elle essaie de le convaincre de pas la tuer d'une manière extrêmement drôle. Elle lui dit si tu veux me tuer, fais-le, mais d'abord baise-moi. Et là, j'étais en mode fou rire. Et ensuite, lui, il lui dit pourquoi je ferais une chose pareille. Elle lui dit qu'elle veut pas mourir vierge. Et là, elle le choque un petit peu. Et elle utilise en fait son choc pour lui donner un coup dans les baloches et s'enfuir très 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 loin. Elle réussit à sortir de la King's University parce que c'est là que se passe l'initiation des Eatons et elle rentre chez elle. Le problème, c'est qu'elle a attiré l'attention d'un monstre. Masque orange, c'est pas n'importe qui. C'est Jérémy Volkov. Et il est connu pour être, lui, le leader des Eatons, donc l'ennemi juré de London. Et il commence un peu à la stalker. Il sait qui elle est parce que malgré le fait que Cécile elle portait une perruque, parce que sa couleur de cheveux elle est reconnaissable entre mille, il fait des recherches très minutieuses sur les personnes qui sont dans la vie de sa sœur parce qu'ils font partie de la Bratva. Et donc, il doit garder un œil sur elle, on ne sait jamais. Et vu qu'elle habite en coloc avec Cécilie ainsi que deux autres filles, donc Glinden et Ava, il devait savoir avec qui sa sœur vivait. Et il a fait bien sûr des recherches poussées sur Cécilie et il l'a reconnue dès qu'il l'a vue. Donc pour lui, c'était une évidence. Pour elle, elle pense qu'il ne sait pas qui elle est.
Mais en fait, le lendemain de tout ça, Cécilie décide de s'inscrire dans un club libertin, le même club où est London. Parce que vu qu'elle a échoué à se faire initier chez les Eatons et être son espion, elle se dit que maintenant elle va utiliser une autre méthode pour attirer l'attention de London. Et vu que son cousin Creighton lui a dit qu'il faisait partie de ce club libertin, elle s'inscrit là-bas en ligne et elle met toutes les caractéristiques de London. Sauf que vous vous doutez bien, il n'y a pas que London qui est dans ce club libertin, il y a aussi Jérémy Volkov. Et quand elle fait son application, et ben lui, il la reçoit tout de suite parce qu'il a piraté son téléphone. Du coup, il va direct dans ses notifications et il tape sur accepter la demande de Cecily Knight. Il l'accepte et ils ont une espèce de rendez-vous hebdomadaire à 19 heures. Sauf que ses copines, le premier soir, elles l'interpellent, donc du coup, elle peut pas y aller. Et le deuxième soir, quand elle va pour rentrer chez elle du refuge, où elle travaille bénévolement, elle sent une présence. Ça fait une semaine qu'elle la sent et qu'elle comprend qu'il y a quelqu'un qui la stalk. Et elle flippe un petit peu, mais en même temps, ils se sont jamais approchés d'elle, donc elle continue sa route. Elle met ses écouteurs et elle fait comme si le monde n'existait pas. Et c'est là qu'il y a 2 garçons qui ont la brillante idée de suivre Cécilie. Sauf que Jérémy, il est aussi en train de la suivre, du coup, il dégomme ces 2 gars. Et c'est la première en fait vraie conversation qu'il a avec Cécilie après le soir de l'initiation. Et elle lui dit que c'est pas normal de la stalker, qu'il devrait la lâcher. Sauf que lui, il s'en veut royalement et il la prend avec lui sur sa moto et il se barre dans une espèce de cottage que Jérémy possède un peu hors de la ville. De base, Jérémy, il s'intéressait pas vraiment à Cécilie. Il voulait juste comprendre pourquoi elle s'était introduite chez les Eatons et pourquoi elle a utilisé le code QR qu'il avait envoyé à son cousin Creighton pour faire partie des Eatons pour s'introduire chez eux. Parce que c'est le seul code qui a été activé ce soir-là. Donc, faut pas être un génie pour comprendre que Cécilie l'a utilisé. Donc lui, il la stalk un petit peu pour comprendre le pourquoi du comment, parce qu'il faut toujours rester proche de ses ennemis. Même son père, il avait la même tactique. Et c'est là qu'il remarque un truc pas normal chez Cécilie. Il remarque ses absences. En gros, elle est là physiquement, mais mentalement, elle est recroquevillée dans son cerveau. Tu peux pas l'atteindre à moins de la secouer, de taper des mains et de lui faire comprendre que t'es là, quoi, de revenir parmi le monde des présents. Et ça tique chez lui parce que sa mère avait exactement le même problème que Cécilie. Et il est très intrigué parce qu'il sait que ce type de problème n'est déclenché que par des traumatismes. Sa mère, elle en avait beaucoup. Et c'est là que s'allume chez lui le mot stalker, parce que c'est la première personne qu'il voit, à part sa mère, avoir ce genre de crise d'absence. Et ça l'intrigue énormément. Cécilie, elle passe d'une fille qu'il trouvait ennuyeuse et banale à quelqu'un de très intéressant et il veut fait percer le mystère de cette fille parce qu'il se dit qu'il y a peut-être plus que ce qu'elle ne veut montrer. Et il se demande même est-ce que les gens sont au courant de ces absences-là ou est-ce qu'elle utilise une excuse comme sa mère à l'époque. Et ben, il a été tellement intrigué par elle que finalement l'a stalker une seule soirée ou quelques soirs, le temps de comprendre pourquoi elle était, chez les Eatons ce soir-là, finit par devenir une véritable obsession et il finit par ne plus pouvoir la lâcher du tout. Et du coup, c'est un peu ça la question qu'on se pose dans ce livre. Est-ce que ça va finir par marcher entre Cécilie et Jérémy malgré tout ce qu'on sait sur ce qu'elle a fait? Est-ce que Jérémy va passer outre tout ce qu'a fait Cécilie? Et surtout, est-ce que elle va réussir à lui faire assez confiance pour tout lui dévoiler en ce qui concerne son passé très sombre? Voilà, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous conseille de vous arrêter ici. Voici mon timecode pour mon avis sur ce livre et mes citations préférées. N'hésitez pas à aller checker. Pour ceux que le spoil ça dérange pas, il faut savoir que elle, malgré le fait qu'elle avait eu un énorme crush sur London depuis plusieurs années, le soir de l'initiation, elle a eu des picotements entre les jambes. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle était vraiment excitée par ce qu'il lui avait fait le soir de l'initiation des Eatons. Et c'est pareil quand ils se retrouvent dans ce cottage. Elle est excitée par le fait d'être poursuivie dans la forêt par Jérémy, parce qu'ils ont le même délire à ce niveau-là. Lui, il a toujours rêvé d'avoir une proie qu'il pouvait poursuivre et baiser dès qu'il la trouverait, et elle a toujours rêvé d'être cette proie. Donc vraiment, c'était le match parfait entre ces deux-là au niveau S.
tout allait très bien et ils avaient une espèce de rendez-vous hebdomadaire où ils se voyaient tous les soirs pour dîner ensemble, un peu comme un couple et avoir des rapports, mais vraiment tous les soirs. Et petit à petit, ils ont commencé à s'ouvrir l'un à l'autre, malgré que Cécilie a toujours pris cette relation un peu comme c'est un truc S, ça va pas aller plus loin que ça. Donc au départ, elle refusait de s'ouvrir à Jérémy. Surtout que le premier soir où ils ont eu un rapport, elle a eu le malheur de prononcer le nom de London. Et ça, c'est vraiment pas passé pour lui. Il a continué à avoir des rapports avec elle malgré qu'il était froid pendant quelques temps. Mais voilà, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à dépasser. D'ailleurs, à chaque fois après qu'ils avaient un rapport, il lui demandait de prononcer son nom. Mais elle, elle refusait parce qu'elle refusait de s'ouvrir à lui. C'était trop intime pour elle de dire son nom. Et vu que c'est ce qu'il voulait, elle avait un petit peu l'avantage sur lui. Parce que c'est lui qui la prenait de manière bestiale, on va dire. Donc, sur tous les autres aspects de leur vie, c'est lui qui avait le pouvoir. Et vu elle avait juste celui-là, celui de pas dire son nom, bah, elle l'a gardé jusqu'au bout. J'ai presque oublié de vous en parler, mais un important chapitre aussi de leur relation, Cécilie a commencé à s'ouvrir à la fameuse scène de la roulette russe. En gros, Jérémy, il prend un F, que je vous montre ici, et il le pointe sur la tempe de Cécilie en lui expliquant bien qu'il est chargé et que si elle répond pas à ses questions, il va projeter une balle. Sauf que, au fait, il y en a qu'une seule. Donc, sur qui est-ce que ça va tomber? Et c'est là qu'elle, elle est prise de panique et qu'elle lui avoue certaines choses sur elle. Mais perso, j'ai trouvé cette scène un peu brutale. Genre, au lieu de, par exemple, comme dans les autres tomes, comme je vais comparer London et Mia, parce que c'est le tome suivant, London attend que Mia se confie à propos de ses traumatismes d'enfance. Là, j'ai trouvé ça trop brutal, le fait que Jérémy utilise un truc pareil pour pousser Cécilie à se confier sur un de ses plus grands traumatismes qui la pousse à avoir des absences. Quand les Eatons se sont fait attaquer, qu'il y a eu le feu et que il a failli mourir, Jérémy, à l'intérieur de cet incendie, elle a compris que London l'avait utilisé et elle l'a, je vais pas dire détesté, mais elle a plus eu de crush sur lui à partir de ce moment-là. Elle ne le déteste pas parce qu'ils ont passé toute leur enfance ensemble et que quelque part elle ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive, tout comme Creighton, mais ça s'arrête vraiment là. C'est juste un de ses cousins supplémentaires. Elle ne lui fera plus jamais confiance comme elle le faisait avant. Sauf qu'elle ne dit pas tout ça à Jérémy, elle le garde pour elle. Et le jour où il y a l'affrontement ultime entre ces deux-là, parce qu'il y a une espèce de combat de boxe, si vous voulez, entre les deux leaders des clans, ben, London, on va apprendre qu'il a dit un truc vraiment dégueulasse à Jérémy, comme quoi ça fait quoi d'être toujours son deuxième choix. Et là, Jérémy il pète les plombs et il défonce London. Et c'est vraiment ce soir-là que Jérémy et Cécilie, ils s'assoient sur le bord du lac du cottage. D'ailleurs, c'était un de mes moments préférés de ce livre. Et elle lui explique qu'elle n'était pas du côté de London ce soir-là quand il se battait, mais bien du sien. Enfin, elle ne le dit pas, mais lui, il comprend que c'est son côté à lui qu'elle avait choisi et il est aux anges parce que depuis le début, Jérémy, c'est lui qui est en mode elle est mienne et je la donnerai plus jamais à personne, alors que elle est un peu oui et non. En fait, c'est elle qui est un peu réticente, surtout par rapport à son passé. Et c'est là que je vais ouvrir la parenthèse pour le passé de Cécilie qui est très très douloureux. Donc, je tenais aussi à préciser, faites attention au trigger warning et surtout faites attention à vous parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Malheureusement, quand elle était jeune, au lycée, sa dernière année, elle a eu son premier petit ami. Et ce connard l'a bourré de substances qui ont fait qu'elle était dans une espèce de coma un peu bizarre où elle entendait et elle voyait tout ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas bouger. Et elle avait jamais eu de rapport S avant ça de toute sa vie. Genre, c'est vraiment les premières expériences de vie. Et c'est à cause de ça qu'elle a fini par avoir ces absences, ces terreurs nocturnes, cette peur de tout ce qui concerne le S. Au fait, c'est pas qu'elle est prude, c'est qu'elle est terrorisée. En fait, parce qu'elle a eu une expérience tellement traumatique, en mode elle a failli se faire VOL alors qu'elle voyait et entendait tout, mais qu'elle ne pouvait pas réagir. Et ça l'a profondément ancrée dans un état psychologique peur, de peur incommensurable. Et en fait, il y a que Jérémy qui, a un moment où elle était totalement en transe, où elle voyait rien, où elle entendait rien, a réussi.
à ce qu'elle entend de lui. Elle a entendu sa voix et elle a senti son parfum. D'ailleurs, même elle, elle est étonnée et je pense personnellement que c'est vraiment le moment où Cécilie a commencé à aimer Jérémie. Après, il va y avoir bien sûr les moments sympas entre eux, genre ils vont être comme un couple, avoir un rendez-vous par-ci par-là, entre les rapports, vous vous en doutez. Genre, c'est vraiment un livre où les rapports sont très très présents aussi, parce que ça fait un peu partie de la guérison de Cécilie, en mode elle apprend avec Jérémie à avoir un rapport sain, parce qu'avant elle avait connu des expériences horribles. Et tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où la bombe Annika Creighton explose et que ben, Cécilie a choisi le camp de Creighton, ce que Jérémie prend très mal parce que de base elle était amie avec Annika. Et Cécilie, même elle, elle finit par s'en vouloir parce que quelque part, elle trouve que Jérémie a raison, pas juste de défendre sa sœur, mais de défendre la justice parce que c'est pas juste ce qui est arrivé à Annika et la position dans laquelle l'a mis Creighton n'était pas juste non plus. Vous trouverez tout dans le tome 2. Donc quelque part, moi aussi, je donne raison à Jérémie. Annika était vraiment dans une position difficile. Bref. Lui, il est énervé contre elle, elle aussi, elle est énervée contre lui. Ça finit par rentrer dans l'ordre, mais juste après, Jérémie finit par apprendre ce qui s'est passé avec London et il finit par apprendre que c'est pour lui donner des informations qu'elle s'est infiltrée chez les Eatons et ça passe pas pour lui. Parce que la loyauté chez la Bradva, c'est un truc de malade. Genre, c'est ton frère et tu meurs pour lui. Elle a décidé de lui en parler elle-même, donc ça minimise un peu, si vous voulez, l'impact de trahison, mais pas beaucoup, hein. Ça reste très dur à encaisser pour Jérémie et il décide de lui dire des mots vraiment blessants et de la plaquer. Alors elle, elle lui en veut énormément pour ce qu'il lui a dit et elle aussi, elle est très remontée contre lui au point où ils ne se parlent plus l'un l'autre. C'est jusqu'à ce que le père de Jérémie, en fait, intervienne et lui dise: «Ben, si t'aimes cette femme, tu dois te battre pour elle comme moi je me suis battue pour ta mère». Effectivement, j'ai lu Vow of Deception. Ce que ce mec a fait pour Lia, waouh! Rien à dire. C'est waouh! Et Jérémie, je vais pas dire qu'il est comme Adrian, non. Il fait, il a un petit peu côté de Lia où il est aussi réticent qu'elle au niveau de la relation. Il m'a plus rappelé sa mère que son père, au fait, malgré qu'il est décrit comme la copie-collée de son père. Mais voilà, en gros, quand son père le booste un petit peu, il finit par reprendre confiance en lui et il se dit: «Je vais me battre pour cette meuf, jusqu'à ce qu'elle me choisisse comme ma mère a enfin fini par choisir mon père». Sauf que Cécilie, elle veut pas lui parler. Du coup, le garde du corps de Jérémie, il utilise une ruse très vicieuse. Il lui fait croire qu'il a une maladie incurable et il fait en sorte que Jérémie et Cécilie se voient et elle lui dit: «Tu m'avais dit que tu étais malade, je t'aurais pas autant voulu et on aurait eu plus de temps ensemble». Lui, il continue le mensonge parce qu'il veut être avec elle, alors il lui fait croire que c'est le cas. Ils se remettent ensemble et après il lui avoue tout de suite, le poteau rose comme quoi il y a juste menti et que il n'a pas de maladie incurable et qu'ils allaient vivre très très longtemps ensemble. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voici la fin du tome 3. Cécilie et Jérémie sont un couple heureux. Alors, mon avis sur ce livre. Je ne vais pas vous mentir. Des 3 tomes que j'ai lus pour l'instant, parce que enfin, j'ai commencé le 4e, mais j'en suis qu'au chapitre 3, donc je peux pas vraiment me prononcer. C'est celui que j'ai le moins aimé. Ouais, désolée pour ceux qui ont adoré, mais je vous explique mes raisons et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, de manière très polie dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, j'ai trouvé qu'on n'était pas en profondeur dans les personnages. Malgré tous les traumatismes horribles qu'a vécu Cécilie, il y avait une espèce de barrière entre moi et les personnages, même Jérémie inclus, hein. Malgré le fait que j'ai lu plein de trucs sur lui quand il était petit dans la saga Vow of Deception, j'ai pas ressenti le frisson que j'ai ressenti dans Code of Pain, par exemple. C'était une histoire incroyable. Même Code of Malice, Killian, c'est un vrai glaçon comparé à Jérémie, il est 10 fois pire. Mais quelque part, j'ai plus réussi à me connecter au personnage de Killian qu'au personnage de Jérémie. Alors, l'alchimie entre Jérémie et Cécilie, elle est présente, hein. C'est un couple incroyable, une fois qu'ils ont réussi à dépasser tous leurs traumas et tous les différends. Mais quelque part, je n'arrivais pas à me mettre entièrement dedans. Vous voyez, je lis en surface et il y a un truc qui me bloque.
j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre mon point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne dark romance, hein. Au contraire, j'ai kiffé surtout les passages où ils se connectaient l'un à l'autre, où Cécilie, elle finissait par laisser tomber ses peurs et être avec lui. Il y a énormément de points positifs, notamment la rencontre avec les parents de Cécilie. J'ai pété de rire, c'était un de mes moments préférés de ce bouquin. Mais quelque part, j'ai pas aussi apprécié cette lecture que j'ai apprécié les autres. Vous voyez, il manquait quelque chose à cette lecture et je pense que c'est vraiment le fait que les personnages sont pas aussi bien travaillés que les autres, de mon point de vue. Parce que j'en ai lu des Rina Kent, je pense que je suis plus à mon 10e et dans ce livre-là, j'ai l'impression qu'elle s'était pas donnée à fond dans ses personnages comme elle avait l'habitude de faire. Genre Lia, de la mère de Jérémie, pour comparer, il y avait son point de vue, son enfance en large, en long et en travers. Et je pense vraiment que c'était peut-être ça le problème, c'est que cette histoire-là, ce couple-là, il leur fallait plus qu'un tome. Ça, parce qu'il y a des trucs où il fallait creuser. En fait, il y a des souvenirs d'enfance qu'il fallait reprendre. Il y a des moments de complicité qu'il fallait encore avoir entre ces deux-là. Et je trouve ça dommage que c'est qu'un seul tome, parce que je trouve que s'il y en avait eu, par exemple, 3 comme ceux des parents de Jérémie, ça aurait été mieux, bien mieux. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste globalement une bonne dark romance. Si je devais lui donner une note sur 5, ben, je donnerais en 3,5, 3,75. Mais par exemple, si je devais prendre God of Malice ou God of Pain aurait un 5 sur 5 et God of Malice 4,5. À peu près ça. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Si pour vous ça a été une super, expérience, j'en suis ravie. C'est le but de cette chaîne, que tout le monde apprécie ses lectures et qu'on s'échange, nos ressentis. Heu, alors là, je vais faire un peu mon analyse en ce qui concerne les personnages, mais je suis un petit peu obligée. Déjà, ce que je reproche à ce roman par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas vraiment le point de vue de Jérémie et à chaque fois qu'on l'a, on ne comprend pas très bien son schéma de pensée. Alors, à part le fait qu'il est obsédé par Cécilie, qu'il la veut et qu'il supporte pas le fait qu'elle aime London, on n'est pas en profondeur dans le personnage. On nous le décrit à chaque fois comme une brute qui laisse tout le temps ben, la place à ses coups de poing au lieu d'essayer d'avoir une conversation avec Cécilie et à la baisse brutale. Franchement, c'est tout ce qu'a été Jérémie pendant tout ce livre. Pareil pour Cécilie, sur certains aspects, c'était à peu près la même chose. C'est une fille qui a eu énormément de traumatismes, qui essaie de se reconstruire petit à petit, qui a des démons et qui aime être baisée brutalement. Mais à part ça, on n'a pas vraiment, vous voyez, cette connexion avec les personnages où on est vraiment dans le livre et on vit avec eux, on pleure avec eux, on rit avec eux. Là, j'ai pas ressenti ça. Contrairement à Deviant King, contrairement à Vow of Deception, genre, je suis allée avec Lia à un moment et je rigolais quand il y avait des scènes avec Jérémy. Mais là, c'était pas pareil. Là, j'ai plus aimé le Jérémy enfant, parce qu'il y avait plus sa personnalité qui était ouverte à ce moment-là, que celui qui est adulte. Ou à part être une brute épaisse c'est le chef des Eatons et responsable de la Bratva au futur, ah, en fait, j'avais pas grand-chose sur sa personnalité. Je sais pas ce qu'aime Jérémy. On sait même pas ce qu'aime Jérémy chez Cécilie en dehors de ses terreurs nocturnes et vice-versa. En fait, Cécilie, elle aime Jérémy, elle est tombée amoureuse de lui, mais en gros, il n'y a pas eu un moment déclencheur où c'est quoi ta couleur préférée, ou leur premier rendez-vous, ou leur premier baiser. Non, tout s'est fait très vite et en gros, même Cécilie, elle ne sait vraiment rien sur Jérémy, même elle, elle le dit, et pourtant elle est tombée amoureuse de lui. Donc c'est vraiment ça qui m'a pas plu dans ce livre, c'est où sont les scènes qui étaient censées me rapprocher de ces personnages, me faire comprendre qui ils étaient vraiment et ben, me faire m'attacher à eux. En ce qui concerne mes citations préférées, il m'a entièrement et profondément marqué. C'est douloureux, c'est érotique, c'est mal. Et pourtant, cela me semble tout à fait naturel. Tu as l'air si innocente, mais ta tête est un endroit tordu, Lysichka, mon endroit tordu. Elle apaise la bête que j'ai passé des années à cacher sous la surface.
Elle l'apprivoise et l'apaise comme personne d'autre n'a jamais su le faire. Ta noirceur fait écho à la mienne. Jérémie me permet d'être la meilleure version de moi-même. Il se soucie de mon bien-être, veille à ce que mon confort passe avant le sien. M'a construit une bibliothèque chez lui et la remplit de mes mangas et me laisse même dormir sur ses genoux. Alors non, je ne veux pas quelqu'un de mieux. Kim chérie, où est le fusil de chasse de mon grand-père? J'ai trouvé un salaud devant notre porte qui prétend être le petit ami de notre fille. Oh, le voilà! J'arrive tout de suite, je vais lui tirer dessus et revenir à temps pour dîner. Cette phrase-là, elle m'a fait péter de rire. Je vous remets dans le contexte. En fait, c'est le père de Cécilie qui a dit ça parce que Jérémie s'est pointé devant sa porte. Il était dans une phase où il voulait plus renoncer à Cécilie et il voulait être là pour elle en mode t'es à moi maintenant, t'es mienne. Pas moyen de s'échapper. Et la rencontre avec les parents de Cécilie, je vous jure, je suis tombée de rire. C'était mon moment préféré de tout le roman. Pépite celui-là, Rina, chapeau. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On se revoit très vite pour une autre vidéo. Ciao!